cadre de la semaine de l'évolution professionnelle. Donc, c'est une semaine qui va s'articuler du 12 au 16 octobre, donc de lundi à jeudi, et qui est destinée donc aux entreprises, aux salariés du privé et aux indépendants. C'est co-organisé donc par l'APEC, le réseau des CIBC, en association donc avec nos partenaires régionaux. Donc la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, Laurence et moi, est la thématique donc je veux changer de métier. Donc l'idée, c'est qu'on puisse voir ensemble toutes les démarches qui sont en lien avec la construction d'un projet professionnel et les différentes étapes qu'on peut mettre en œuvre dans ce cadre-là. Donc je vais vous demander, avant qu'on démarre le webinaire, de couper vos caméras et puis de couper vos micros pour qu'on puisse favoriser la bande passante. Et puis surtout, vous avez dû l'identifier, vous avez la possibilité de glisser vos messages par le biais du chat qui est à côté. Donc n'hésitez surtout pas à nous poser des questions tout au long de notre présentation. Et puis, donc c'est une présentation qui va durer environ 1 heure. Et à la fin donc, de la présentation, on va prendre un temps, Laurence et moi, pour répondre à vos différentes interrogations. Donc, la semaine de l'évolution professionnelle, c'est un événement qui est 100% digital, qui est gratuit, qui est accessible à tous. Donc, il va y avoir une 60aine de webinaires qui vont vous être proposés tout au long de la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour découvrir nos différents champs d'action dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. Donc déjà, on va se présenter. Donc, on est 2 animatrices aujourd'hui pour ce webinaire, donc Laurence et moi. Donc, Laurence, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter. Oui, merci Aurélie. Donc, moi, je suis Laurence. J'accompagne les salariés dans le cadre du CEP depuis 5 ans sur Dijon et puis sur notre belle région bourguignonne. Voilà ma présentation. Et puis, n'hésitez pas, c'est moi, pendant que Aurélie vous parlera, c'est moi qui essaierai de répondre à toutes vos questions. À tout à l'heure. Merci Laurence. Donc moi, je me présente, je suis Aurélie Girard. Donc moi, j'agis en tant que conseillère en évolution professionnelle au sein du CIBC Bourgogne Sud et j'interviens principalement sur Dijon, donc en Dijon Nord. Alors, en introduction, je vais vous présenter déjà quelques chiffres qui nous ont été communiqués par Harris Interactive, qui, donc pour le premier, montre que un Français sur 2 actifs, occupés, que ce soit du secteur privé ou public, a un projet d'évolution ou de reconversion professionnelle dans les 12 prochains mois. Un autre chiffre, c'est que presque 90% des actifs estiment qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir bénéficier donc d'une formation professionnelle pour pouvoir évoluer dans son métier ou changer complètement de métier. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a presque 2 tiers d'entre eux, à savoir 64%, qui considèrent que le fait d'être accompagné par un expert, par un spécialiste du conseil en évolution professionnelle peut être un vrai atout pour eux pour pouvoir réaliser cette transition. Donc nous, en tant que conseillers en évolution professionnelle, c'est vrai qu'on est sollicité pour plein de raisons. C'est très difficile pour nous de vous fournir une liste exhaustive de toutes les interrogations, les raisons pour lesquelles on vient nous voir, on vient nous rencontrer. On a essayé d'en présenter quelques-unes ici. Ça peut être par exemple le sentiment d'être insatisfait dans son travail actuel. On a aujourd'hui ne trouvent plus forcément de sens à leur activité professionnelle. On peut avoir aussi des personnes qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de progresser dans leur travail. Ça veut dire parfois des personnes qui n'ont pas la possibilité d'évoluer dans leur entreprise parce que ça ne fait pas partie des possibles. Ou alors d'autres individus qui se disent que dans leur métier, ils sont arrivés à un certain plateau et qu'ils ont besoin effectivement de repenser les choses. On peut avoir aussi d'autres individus qui doivent faire face à des contraintes de santé, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, et qui ont besoin d'être accompagnés, de trouver un vivier pour être guidés dans cette démarche. On peut avoir aussi des personnes qui ont envie de créer une entreprise ou de devenir indépendants et qui ont besoin de hiérarchiser les différentes actions pour pouvoir arriver à cet objectif.
On a aussi des sollicitations pour des aléas économiques, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup qui disparaissent. On voit aussi beaucoup de métiers qui émergent hein, avec les transitions écologiques, numériques également. Et puis, on a aussi des personnes qui souhaitent réaliser des ambitions personnelles. Hein. Ça me fait penser, moi, à une personne que j'ai accompagnée dernièrement, qui est commerciale et qui a toujours rêvé hein, d'être architecte et qui avait besoin justement d'un appui, d'un soutien, parce que pour lui, c'était le moment maintenant de pouvoir repenser les choses et être guidé pour structurer son projet et voir la faisabilité de celui-ci. Donc avant de se lancer sur un parcours de transition professionnelle, d'évolution professionnelle, c'est important de procéder de manière méthodique. C'est-à-dire que nous, en tant que conseiller en évolution professionnelle, on va être là pour mettre le cadre et puis favoriser un plan d'action avec la personne pour qu'elle puisse effectivement structurer ses actions et lever les incertitudes et les doutes liés à un potentiel changement de transition professionnelle. Donc l'idée, hein, c'est plutôt intéressant de pouvoir bénéficier d'un accompagnement structuré, accompagné effectivement avec un expert pour pouvoir identifier la faisabilité du projet potentiel. Hein. Nous, on va aussi pouvoir être là en tant qu'expert pour voir si effectivement on s'inscrit sur quelque chose d'assez réaliste et réalisable. Alors ici, on a quelques exemples de demandes qu'on va vous présenter. On a le cas d'Eva, de Pierre et le cas d'Anouk. Donc Eva, c'est une assistante administrative depuis 20 ans. Et puis Eva, lors de son embauche, elle avait qu'un seul diplôme qui était le bac. Et les compétences qu'elle a acquises peuvent lui permettre aujourd'hui de prétendre au diplôme de BTS assistante gestion PME-PMI. Donc tout bonnement, Eva, elle peut très bien rencontrer son conseiller en évolution professionnelle parce que elle a des doutes hein, sur son activité, elle peut ressentir de l'ennui, hein, on peut potentiellement imaginer ça. Et puis l'idée de travailler avec son conseiller en évolution professionnelle, ça peut lui permettre de mettre en exergue certaines compétences, certaines compétences qu'elle a su acquérir au cours de sa carrière professionnelle, qu'elle n'avait peut-être pas verbalisées, qu'elle n'avait peut-être pas forcément eu conscience au préalable. Et le fait de les identifier, ça va nous permettre de définir une stratégie. Hein, soit effectivement, on va pouvoir évoluer en se repositionnant sur le marché de l'emploi par le biais d'une dynamique de recherche classique, ou alors on pourra très bien travailler sur de la VAE, hein, de la valorisation des acquis et de l'expérience, dans le but de se repositionner, pourquoi pas avec un peu plus d'assurance. On a le cas de Pierre également qui travaille donc dans une entreprise de BTP et lui il commence à avoir des douleurs, hein, mais il ne veut pas trop en parler à sa hiérarchie. Et son conseiller, lui, il peut être là pour l'assister, pour identifier les différents dispositifs qui pourraient l'aider à anticiper une reconversion forcée. Alors, Pierre, on peut très bien imaginer qu'il a des difficultés à assumer sa problématique de santé et qu'il a peur des conséquences que ça peut engendrer par la suite dans sa structure, dans son entreprise. Donc nous, on peut être là en tant que conseiller en évolution professionnelle déjà pour l'aider hein, à accepter effectivement tout ça et surtout à lui faire comprendre qu'il n'est pas le seul dans ce type de situation et qu'il y a des solutions qu'on peut lui apporter. Donc on pourra tout à fait le conseiller et l'aiguiller hein, vers des prestataires qui pourront l'aider à travailler donc le projet professionnel ou alors même un repositionnement au sein même de son entreprise. Enfin, le cas d'Anouk. Anouk, c'est une personne qui, suite à la crise du Covid, elle a eu une baisse hein, assez significative de son activité professionnelle et ça lui a amené à repenser les choses et à travailler sur un projet de création d'entreprise. Donc pour elle, c'est un camion de crêperie. Donc Anouk, finalement, on pourra l'aider sur certains points. C'est-à-dire qu'on peut l'aider déjà sur l'identification d'un plan d'action pour pouvoir créer une entreprise. On pourra aussi valider son caractère entrepreneurial pour pouvoir par la suite l'orienter, la diriger vers des structures d'accompagnement à la création d'entreprise. Voilà, donc c'est autant d'exemples, hein. Là c'est des exemples parmi tant d'autres, mais à savoir que chacun d'entre eux est vraiment très singulier. Alors,
là, vous aviez un petit schéma sur le projet professionnel et comment il s'articule dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. À savoir que nous, quand on rencontre un individu donc pour la première fois, dans le cadre d'un premier échange, on fait un point sur la situation de la personne et c'est ce que nous, on appelle l'état des lieux partagé de la situation. C'est-à-dire que c'est un gros entretien qui dure, un gros entretien, c'est un entretien où on fait le point sur plein de choses et qui dure entre 1 heure et 2 heures. Et ça va nous permettre vraiment de se centrer sur l'individu dans sa globalité et de pouvoir vraiment le connaître et identifier ses objectifs. À la suite de ça, on va pouvoir avec lui explorer des pistes et connaître son environnement, donc toujours autour de son projet professionnel. Et alors, j'ai les slides qui passent les unes après les autres. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est toi, Laurence, qui peut agir sur les slides? Non, je ne sais pas ce qui se passe. Alors. Non, c'est pas moi, je ne touche à rien. D'accord, bah attends, c'est bon, j'ai pu retrouver. Voilà. Donc, j'en étais où? Je disais que oui. Par la suite, on va élaborer une stratégie donc avec la personne et on va pouvoir effectivement définir un plan d'action personnalisé en différentes étapes, toujours autour du projet professionnel. Voilà, donc toujours dans ce même entretien d'état des lieux partagé de la situation. Donc, on va faire le point sur la situation de la personne pour pouvoir identifier plusieurs choses. On va s'intéresser donc à ses intérêts, à ses valeurs, à ses compétences et à ses motivations. Donc, qui elle est, elle, en tant qu'individu, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue aussi personnel. C'est important aussi de s'inspirer de ces éléments personnels. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se poser des questions sur ce qu'elle veut, ce qu'elle aime et surtout ce qu'elle veut plus. Et ainsi, pouvoir identifier vraiment ses ressources, sur quoi on va pouvoir s'appuyer demain pour construire un nouveau projet professionnel. On va pouvoir aussi donc s'intéresser aux intérêts de la personne. Qu'est-ce qu'elle aime? Quels sont les domaines qui vont vraiment l'attirer? Donc pour ça, on pourra tout à fait se baser sur différents outils, différents questionnaires qui vont pouvoir la mener à réfléchir, à mettre une réflexion significative, par exemple, sur différents secteurs d'activité qu'elle ne connaîtrait peut-être pas forcément au préalable, ou en tout cas qu'elle n'avait pas vraiment exploré, ou sur laquelle elle pouvait potentiellement avoir des préjugés. On va l'amener effectivement à émettre une réflexion par rapport à tout ça. Enfin, on va s'interroger également sur tout ce qui est relatif aux valeurs et aux motivations de la personne. Donc, on va s'interroger sur vraiment ce qui compte pour elle. Par exemple, est-ce qu'elle aime travailler en équipe? Est-ce que c'est plutôt une personne qui est très autonome, qui a besoin de travailler seule dans son activité, dans un contexte extérieur, intérieur? Est-ce qu'elle a besoin de consignes précises? Voilà, on va vraiment s'intéresser sur quelles sont ses priorités et qu'est-ce qui peut potentiellement avoir du sens pour elle dans le cadre de son activité de demain. Je fais juste un arrêt. Est-ce que, Laurence, tu vois bien les diapos défiler? Je les vois défiler, mais beaucoup trop vite. Et en fait, voilà, là, ça commence à aller vers ce que tu es en train de dire. Mais sinon, ça a défilé effectivement tout seul. Ok. Donc, est-ce que tu peux peut-être reprendre à zéro et puis reprendre la main? Peut-être que ça va fonctionner comme ça, parce que j'ai l'impression que ça avance tout seul, effectivement. Moi aussi. Repartager. Tu as repartagé, Birte, du coup? Non, mais tu peux départager et repartager. Oui, parce que là, il y a un petit souci. Personne ne voit bien ce sur quoi tu interviens. Voilà, super. Vous voyez bien là? Oui, là, on voit les premières. Parfait. Okay. Alors, j'en étais ici. Sur les on allait aborder les atouts et les compétences. Bon, excusez-moi pour ce petit souci technique. Bien, donc toujours dans le cadre de ces premiers échanges avec les personnes qu'on accompagne, on va aussi faire un gros point sur les atouts et les compétences que dispose la personne en vue de son projet professionnel. Donc, les atouts, c'est tout bonnement ce qui correspond au savoir-être de l'individu et les compétences à son savoir-faire en tant que tel. Donc, si par exemple, je reprends le cas de mon architecte de tout à l'heure,
qui a pour projet de devenir architecte. Donc lui, c'est typiquement quelqu'un qui a toujours adoré dessiner. Il a fait les plans de sa maison et c'est quelque chose qui est en lui et pour lesquels il a su développer des compétences. Et ce qui est vraiment en lui à la base, ses qualités intrinsèques, c'est son côté très créatif. Et on peut aujourd'hui effectivement tout à fait se baser sur ces éléments-là pour pouvoir identifier un projet professionnel. Alors, ça peut être architecte, mais ça peut être, par exemple, dessinateur bureau d'études ou d'autres métiers, effectivement, sur lesquels on va avoir besoin de ces différentes compétences transférables. Le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi de pouvoir orienter vers certains dispositifs complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend le cas du bilan de compétences, notre rôle, ça va être d'identifier que la personne, elle est vraiment prête à pouvoir s'engager dans cette démarche de bilan de compétences. C'est un accompagnement qui est très significatif, dans lequel la personne va pouvoir marquer un temps de pause pour pouvoir se centrer sur elle-même et bénéficier d'un accompagnement d'une durée assez significative. Bon, maintenant, la durée du bilan de compétences est assez modulable. On va dire qu'en moyenne, c'est entre 18 et 24 heures. Et la personne va être accompagnée sur une période qui dure à peu près jusqu'à 3 mois. Et ça va vraiment permettre de mettre le focus sur les compétences et aussi tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les intérêts, les motivations, les valeurs, etc., en se basant aussi sur des tests. Ça va être des tests de personnalité et des tests aussi en corrélation avec tout ça. Et notre rôle, nous, en tant que CEP, c'est de pouvoir effectivement expliquer cette démarche-là et aussi de pouvoir orienter vers des prestataires adaptés. C'est-à-dire que sur chaque secteur géographique, il y a plein d'interlocuteurs de bilan de compétences et l'idée, c'est de remettre effectivement une liste de ces interlocuteurs dans le but qu'ils puissent en rencontrer quelques-uns. Et aussi, notre rôle, c'est de pouvoir identifier par quelle modalité de financement on va pouvoir financer ce bilan de compétences. Est-ce qu'on va utiliser le CPF, un financement entreprise, etc. Enfin, on peut également guider sur de la VAE. La VAE, c'est la valorisation des acquis et de l'expérience et c'est ce qui permet de faire valider tout ou partie d'un diplôme en justifiant d'une année d'expérience dans le domaine. Donc, sur chaque région, c'est pareil, il y a des points relais conseils qui sont destinés à accompagner les personnes qui souhaitent s'inscrire dans cette démarche de valorisation des acquis. On va aussi aborder les contraintes, les freins et les limites. C'est notre rôle aussi en tant que conseiller en évolution professionnelle d'interroger la personne sur les potentiels freins en lien avec son futur projet professionnel. Je reprends le cas de mon architecte. Concrètement, sur notre secteur géographique, l'idée, ça va être d'identifier combien il y a de cabinets d'architectes. Si aujourd'hui, il y en a 2 sur notre secteur géographique, peut-être effectivement que ce serait intéressant de pouvoir travailler sur les potentiels freins. Est-ce que la personne serait potentiellement mobile dans d'autres villes, en national, etc. Donc ça, on va l'explorer. C'est important qu'on puisse aussi le mettre en exergue. Et puis pareil, si demain, il souhaite effectivement être mobile, est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il aura des contraintes familiales qui vont pouvoir effectivement le freiner dans ce projet professionnel? C'est important qu'on puisse l'identifier. Pareil pour les aspects financiers, il m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes qui avaient un salaire très, très honorable de parfois 4 000 euros par mois et qui s'inscrivaient sur un nouveau projet professionnel, une transition où ils allaient avoir une perte extrêmement significative. Donc, notre rôle, c'est aussi de pouvoir mettre le point sur ces différents impacts qu'aura le changement de métier sur la vie personnelle. Voilà, donc je vais m'arrêter là de mon côté. Laurence, je vais te redonner la main du coup par rapport à la deuxième partie de la présentation qui va plus être en lien sur les différentes explorations des pistes en lien avec le projet. Très bien. Merci Aurélie pour toutes ces informations sur effectivement toutes les étapes qu'il est bénéfique de suivre lorsqu'on s'engage dans un projet de changement de métier. On a vu avec Aurélie, même s'il y a des petits soucis techniques, du coup je répète un petit peu les grands chapitres qu'elle a abordés avec vous, qu'il était vraiment important avant de se lancer sur un projet de reconversion professionnelle ou même quelquefois seulement d'évolution professionnelle, qu'il était important d'identifier ses intérêts, vos atouts, vos compétences, vos motivations
Et puis ensuite, les contraintes, les points d'appui également, évidemment, vos limites, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. On va regarder effectivement tous les deux champs. Et puis qu'il était important également de connaître à minima certains dispositifs tels que le bilan de compétences ou la VAE. Maintenant, et comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de questions sur toute ta première partie, Aurélie, on va se mettre un peu en action et on va regarder 3 nouvelles étapes qui sont vraiment de la mise en action. Alors, la mise en action, c'est vraiment le grand mot, en fait, du Conseil en évolution professionnelle. On est là pour vous accompagner et vous rendre acteur de votre parcours. C'est très important. Donc, ces étapes-là, elles sont là pour... Je vais vous parler d'explorer des pistes métiers, des pistes employabilité. Je vais vous parler aussi, donc, du coup, mise en action, c'est une stratégie. Et ensuite, comment suivre un plan d'action pour valider la faisabilité de votre projet. Donc, explorer les pistes, c'est dans un premier temps s'informer sur le métier. Tout à l'heure, Aurélie, on a pris l'exemple. Aurélie a pris l'exemple de son architecte qui s'appelle Hugo, qui a 35 ans. Ça, c'est quelqu'un qui est accompagné véritablement par Aurélie. Il a 35 ans, il est commercial, il veut devenir architecte. Évidemment qu'une des premières choses qu'il va falloir qu'il fasse, c'est s'informer sur ce futur métier d'architecte, consulter des fiches métiers sur Internet, sur des sites comme Cariforef, par exemple, sur Orientation pour tous. Il y a plein de sites Internet. En tout cas, nous, on est là pour l'aider et avoir un maximum d'informations sur le futur métier d'architecte, quelles sont les compétences, quels sont les savoir-faire, quels sont éventuellement les savoir-être, surtout que Hugo, il était commercial au départ. Alors même si Aurélie l'a dit, il a construit sa maison, il faut vérifier tout ça et donc s'informer. Et avec lui, ensuite, on analyse les informations qu'il a recueillies. Quelquefois, on peut le faire aussi lorsque l'on est en entretien et on mesure les écarts. Est-ce que Hugo est proche de ce métier ou est-ce qu'il est un petit peu plus près de ce métier d'architecte? Dans un deuxième temps, on va l'inviter à réaliser des enquêtes métiers, c'est-à-dire à interroger des professionnels, donc des architectes, des personnes qui travaillent soit en indépendant, soit dans un bureau d'études, soit dans une autre structure dans le bâtiment, par exemple, à aller faire des enquêtes métiers. Donc nous aussi, là, on lui donne un cadre, on a chacune nos outils avec des questions types, c'est-à-dire quelles sont... voilà, tu arrives le matin, tu es architecte, qu'est-ce que tu fais le matin en arrivant? Comment se déroule ta journée? Quels sont pour toi les points positifs, les points négatifs? Quelle formation tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as choisi pour devenir architecte? Quel est ton salaire? Est-ce qu'il y a des évolutions dans la carrière? Enfin voilà, tous ces points-là, il y en a 2-3 pages de questions. Quelles sont les conditions de travail qui sont importantes de regarder? Et ça fait partie de la mise en action, de votre mise en action pour explorer les pistes. Ensuite, évidemment, la deuxième chose très importante, c'est regarder quelle est l'employabilité. Il faut bien regarder si le poste d'architecte, il est recherché sur vos territoires, quelles sont évidemment les entreprises qui recrutent. Donc là aussi, on va utiliser des sites Internet. Il y a des sites comme l'ONICEF, comme Job Teaser, des sites comme le CIDJ, comme tout ce qui est information sur le marché du travail, qui peuvent vous donner des informations sur une sorte d'étude du marché de ce métier que vous avez visé. Donc ça, c'est vraiment important d'analyser le marché de l'emploi et souvent, ce sera important aussi lorsque peut-être vous serez amené à demander le financement de cette formation d'architecte. Eh bien, il faudra démontrer que vous vous êtes bien renseigné à la fois sur le travail, sur le job d'architecte, mais aussi sur est-ce qu'il y a du travail en tant qu'architecte une fois que j'aurai terminé ma formation. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne les pistes sur l'employabilité. Ensuite, il y a quelles sont les formations. Juste un petit peu avant, Aurélie, je suis bavarde, excuse-moi. Il y a toutes les formations qu'il va falloir identifier. Donc là aussi, on va regarder ensemble. Alors par exemple, pourquoi ne pas commencer par rechercher sur le compte personnel de formation que j'espère vous avez tous créé, le CPF. Et on va commencer à regarder si dans le cadre du CPF, il y a des formations, en l'occurrence qui sont diplômantes, professionnalisantes, qui peuvent répondre à la recherche d'Hugo sur le métier d'architecte. Quels sont les prérequis de ces formations? Moi aussi, je vous engage à poser plein de questions. Une fois que vous avez identifié quelques organismes de formation, d'aller les rencontrer si possible. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais de les joindre par mail, par téléphone, d'essayer de rencontrer, par exemple, des stagiaires, des professeurs, des anciens stagiaires, des personnes qui sont déjà diplômées, et de vérifier
un petit peu si ça répond à vos prérequis, à ce que vous vous mettez en tête de ce que pourrait être, par exemple, le métier d'architecte. Donc tout ça, c'est important et tout ça, on le fait ensemble dans le cadre de plusieurs entretiens si besoin. Dans explorer les pistes, il y a aussi, pour revenir sur la partie métier, il y a aussi possibilité de faire des stages qui s'appellent les PMSMPP, j'arrive jamais à le prononcer, donc c'est des immersions en entreprise qui permettent sur une semaine ou maximum un mois d'aller vérifier de visu comment se passe, comment se déroule une journée, une semaine, un mois sur le métier visé. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. C'est ce que nous, on peut vous prescrire en tant que CEP. Et il y a des retours extrêmement satisfaisants, c'est-à-dire que quelquefois, ça permet ou de valider ou même quelquefois même d'invalider un projet. Donc si vous pouvez le faire, vous pouvez le demander au CEP et puis nous, on peut essayer de le mettre en place avec une structure que vous aurez aussi au préalable identifiée. Par ailleurs, ça vous permet d'activer votre réseau et on est aussi beaucoup là-dessus quand on recherche une formation, quand on recherche à changer de métier, c'est important aussi d'activer son réseau professionnel ou son réseau personnel. Donc ça, c'était pour explorer les pistes. Je fais juste un petit aparté pour les personnes qui voudraient se mettre en action sur un projet de création d'entreprise. Bien évidemment, là, c'est très spécifique. C'est ce que disait Aurélie tout à l'heure. Au départ, nous, on va travailler avec vous avec des documents autour de votre profil d'entrepreneur. Mais bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, il faudra faire une étude de marché, un business plan, tout ce qui concerne la concurrence. Et puis, on vous engagera et on vous invitera à aller effectivement contacter des structures comme la boutique de gestion ou comme des CCI, des chambres de commerce et d'industrie, pour aller plus avant, peut-être pour faire une formation sur la création d'entreprise. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur la création d'entreprise. Dans tous les cas, que ce soit sur de la création ou reprise d'entreprise, que ce soit pour changer de poste, de métier, c'est intéressant de parler également de toutes les démarches là, sur lesquelles on vous a parlé avec Aurélie, de bien confronter tout ce que vous avez fait avec votre réseau, c'est très important, avec votre entourage. On pense tous qu'on a un tout petit réseau, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'on connaît la boulangère qui elle-même connaît peut-être le fils de quelqu'un qui connaît un architecte. Donc, n'hésitez pas à en parler. Et là aussi, on peut, avec vous, travailler sur votre argumentaire. On le verra tout de suite après. Une fois qu'on a bien exploré toutes ces pistes métiers, ces pistes employabilité, on va pouvoir commencer à travailler sur une stratégie. Est-ce que ce projet de changer de métier, est-ce qu'il est bien spécifique? Est-ce que je l'ai bien pensé, spécifié, à la fois dans le temps? Est-ce qu'il a bien une bonne temporalité? Parce que moi, j'ai des salariés qui veulent changer de métier, pas dans 15 jours, mais presque dans 2 mois. C'est un petit peu trop court pour… Enfin, c'est un petit peu trop court. Moi, j'ai absolument pas, évidemment, on est en neutralité, mais j'ai absolument pas de jugement. Mais voilà, ça peut faire très, très court quand on étudie la faisabilité d'un projet. Donc, 2 mois, c'est peut-être trop court. Par contre, s'il y a un salarié qui me dit, moi, je veux être architecte dans 4 ou 5 ans, ça peut être un petit peu loin. Donc, ça, on regarde avec vous. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça va pas vous mettre en défaut, en échec, en inconfort? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça dépend que de vous? Est-ce que c'est bien réalisable et est-ce que c'est bien inscrit dans le temps? Donc ça, on va regarder ça aussi avec des outils qu'on a à notre disposition et puis selon des entretiens que l'on tiendra ensemble dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Ensuite, on regardera si la question, c'est bien changer de métier ou est-ce que la question, c'est peut-être pas forcément changer de métier, mais comme c'est écrit là sur la slide, changer de cadre ou alors changer de structure ou alors changer de secteur. Et du coup, là, le CEP peut être aussi un conseil pour travailler avec vous sur un CV. Moi, j'ai beaucoup de salariés, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la même structure, ils n'ont jamais fait un CV. Ou d'autres qui ont beaucoup bougé, donc il faut refaire un curriculum vitae. Donc là aussi, nous sommes là pour vous aider à travailler, à vous donner des pistes, des sites internet ils sont très nombreux, qui vous aident à préparer, à refaire ou à faire votre CV. On peut également préparer des entretiens. Moi, très souvent, j'ai essayé de me mettre en situation, de me mettre sur la situation du méchant ou du gentil recruteur et donc de préparer vos entretiens. Et puis, on définit ensemble quelle est la meilleure stratégie. Par exemple, est-ce que c'est répondre à des offres d'emploi ou est-ce que c'est utiliser son réseau ou est-ce que c'est faire une candidature spontanée? Tout ça, c'est du ciblage et on le voit ensemble. Ça aussi, ça s'inscrit dans notre mission de conseiller en évolution professionnelle.
Toujours dans la stratégie, donc si on a envie de créer sa propre activité, pour revenir un petit peu sur la création d'entreprise, est-ce qu'on a besoin d'une formation? Moi, tout à l'heure, je recevais juste tout à l'heure, là, à 13h30, un salarié qui souhaitait créer son entreprise dans les énergies renouvelables. Donc, évidemment, là, il était vendeur de fruits et légumes. Il avait besoin de faire une formation technique. Donc, on a commencé déjà par regarder s'il avait besoin d'une formation, comment elle pouvait se faire, avec quel organisme. Évidemment qu'on a regardé aussi, on a commencé à regarder quel était ce métier lié aux énergies renouvelables. Donc, voilà, il faut bien identifier à la fois le métier, à la fois la formation. Et là aussi, nous, on peut vous guider sur des sites, hein, comme je vous les ai cités tout à l'heure. Et puis vient souvent le temps du financement, c'est-à-dire, ça y est, j'ai trouvé mon métier, j'ai trouvé la formation. Comment est-ce que je peux financer? Souvent, c'est des formations qui peuvent coûter 5, 6, 10 000, 12 000 euros, rien que la formation. Puis ensuite, il y a tous les frais liés à votre rémunération. Si vous devez partir assez longtemps en formation, là, en l'occurrence, mon salarié, il avait 10 mois de formation, donc il fallait aussi qu'il puisse toucher un salaire. Donc tout ça, on le regarde. On travaille évidemment avec les dispositifs qui sont à la main du salarié, comme le compte personnel de formation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quelquefois, il peut ne pas suffire. Donc, on va regarder, par exemple, le nouveau CIF. Je ne sais pas si le congé individuel de formation, ça vous dit quelque chose, mais maintenant, il a été remplacé depuis 2 ans par le CPF, projet de transition professionnelle, qui est organisé par les transitions professionnelles. Et donc, on regarde ensemble de quelle façon ce sera le plus facile, en tout cas le plus envisageable, pour déposer un dossier qui pourra ensuite valoriser le financement d'une formation. On en arrive au plan d'action. Le plan d'action, il se fait vraiment selon votre tempo, et même tout ce que je vous ai dit avant et tout ce que Aurélie vous a dit, bien évidemment que dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle, nous, on y va pas à pas, on vous suit, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui veulent y aller très vite. On a des salariés, moi tout à l'heure, j'avais une autre personne qui pense à une formation qui va débuter au mois de septembre 2021. Donc, on a tout le temps, mais quelquefois, on a moins de temps. Donc, on y va, soit c'est des projets à court, à moyen, à long terme. C'est selon votre tempo, on s'adapte à votre tempo, mais on est là aussi pour vous conseiller, pour vous dire le tempo, il est un petit peu rapide ou le tempo, il est un petit peu court. Voilà, il y a la slide qui n'était pas terminée, mais ce n'est pas grave. Est-ce que tu peux revenir un tout petit peu en avant ou pas? Voilà. Oui, c'était quand même important que je vous dise juste un mot sur si ce plan d'action, si ce projet ne fonctionne pas, notamment parce que le salarié n'arrive pas à avoir le financement de sa formation. On est là aussi pour imaginer avec vous un plan B, voire un plan C. Et le plan B, le plan C, Aurélie vous en parlait tout à l'heure, ça peut être, je ne change pas de métier pour l'instant, peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être qu'il va falloir que je mette peut-être de l'argent de côté ou que j'aille chercher des cofinancements ailleurs, donc ce n'est peut-être pas le bon moment. Et donc, pour l'instant, je me fixe sur un autre plan qui peut être simplement, entre guillemets, de changer de secteur ou d'évoluer en interne dans mon entreprise ou de changer d'entreprise aussi, mais peut-être pas encore de changer de métier. Donc, les plans B, les plans C, on est évidemment là pour les regarder ensemble. Et puis enfin, ce qui est important, c'est qu'on peut aussi vous accompagner dans le cadre de ce projet global sur « je m'entraîne pour présenter mon projet ». Moi, je dis souvent aux salariés que j'accompagne, vous rencontrez un ami de longue date que vous n'avez pas vu depuis longtemps auprès de vous, il vous dit « comment ça va, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» On peut s'entraîner à présenter son projet de façon très claire, avec un argumentaire, avec une intro, une conclusion, un développement. Et tout ça, d'ailleurs, ça vérifie le fait que vous avez validé la faisabilité de votre projet. Donc, vous voyez, c'est un gros travail. Ça peut se faire de toute façon avec nous sur plusieurs temps, plusieurs entretiens. Mais vous voyez, entre les renseignements dont vous a parlé Aurélie sur les intérêts, les atouts, les contraintes, et puis moi où je vous ai parlé des pistes, des stratégies et des plans d'action, ça peut prendre un certain temps. Donc voilà pour ce qui concerne la thématique qu'on a abordée aujourd'hui sur le changement de métier. Alors bien évidemment,
on n'a que très peu de temps pour vous parler de ça. Donc moi, je vous invite à revenir vers nous si il y a des projets qui sont un petit peu dans votre tête, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Là, je vais vous présenter, pour terminer, le conseil en évolution professionnelle, le CEP, donc qui s'adresse aux salariés et aux indépendants pour faire le point sur votre situation. Aurélie l'a bien détaillé tout à l'heure, ce fameux état des lieux partagé de la situation. C'est vraiment notre point d'ancrage et notre premier entretien. Et puis ensuite, on travaille avec vous sur la formalisation et la stratégie à mettre en place visant votre projet. Évidemment que ce conseil, il est totalement gratuit. Il est confidentiel, donc rien ne sort ni de mes oreilles, ni de mon bureau, ni de nos bureaux. Il est totalement confidentiel, il est neutre, il est évidemment bienveillant, il est accessible à tous. Et puis, on se veut évidemment impartial. Et on n'est absolument pas là pour juger. Et c'est vous, par contre, qui êtes là pour agir. On vous met aussi en action pour agir sur votre projet et avancer sur votre projet. Quelquefois, moi, j'ai des salariés qui avancent pendant 2-3 mois et puis ensuite, il se passe peut-être quelque chose dans leur vie pro ou leur vie personnelle. On s'arrête et puis on peut reprendre 2 mois après. Donc, il n'y a pas de… Voilà, il y a beaucoup de possibilités qui vous sont soumises. Donc, les personnes qui veulent s'adresser à nous, ce sont des salariés du secteur privé, quel que soit leur type, leur statut, quel que soit leur temps de travail, des CDD, des CDI, des personnes dans l'intérim, que vous soyez à mi-temps ou à temps complet. Évidemment, les indépendants sont également les bienvenus aussi pour travailler sur leur projet. Les personnes qui ne sont pas déjà accompagnées par un autre opérateur, on ne peut pas être 2 opérateurs, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes un cadre, il faut faire le choix. Soit vous êtes accompagné par l'APEC, soit vous êtes accompagné par l'une d'entre nous ou l'un d'entre nous. Si vous êtes demandeur d'emploi, là aussi, vous avez le choix d'être accompagné par Pôle emploi ou par nous. Idem, si vous avez moins de 25 ans, par les missions locales. Vous pouvez être accompagné dans le cadre du CEP par une mission locale. Et puis, si vous avez un handicap, également porteur d'un handicap, ça peut être Cap Emploi, qui est aussi le bon service pour travailler avec vous sur votre projet. Donc, comme vous l'a dit Aurélie, puis moi j'ai essayé aussi de vous le dire là, dans ce webinaire, le service il est sur 3 niveaux. Alors au départ, je mets de côté l'aiguillage, mais l'aiguillage il est important. Et d'ailleurs tout à l'heure je vous donnerai le numéro de téléphone pour être aiguillé, donc pour appeler notre plateforme, pour ensuite avoir un rendez-vous avec l'un ou l'une d'entre nous. Et puis une fois que vous avez ce rendez-vous, on travaille sur un état des lieux partagé pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, sur un premier entretien qui peut se faire en face à face, qui peut se faire au téléphone et qui va bientôt qui commence à se faire en webinaire aussi par webcam. Et puis ensuite, il y a un niveau 2 qui a un travail sur la formalisation du projet au travers de tout ce que je vous ai dit sur l'exploration des pistes, sur la stratégie. Et puis, en dernier lieu, il y a un niveau 3, on appelle ça dans notre jargon le niveau 3, qui est quand vous êtes en formation, il peut y avoir des moments où vous avez besoin d'un appui à la mise en œuvre de votre projet. Moi, par exemple, j'ai une personne que j'ai accompagnée dans le cadre d'une des missions qui a pu avoir une formation derrière, qui est en train de faire cette formation et qui a des petites difficultés. Je suis là aussi pour continuer à vous accompagner. Et c'est ça qui est très intéressant. Je ne vous le cache pas dans notre métier, c'est qu'on peut aller de A à Z. Mais si vous souhaitez avoir qu'un premier niveau d'information, on restera sur le conseil de niveau 1, sur le conseil personnalisé de niveau 1. Après, ça peut arriver jusqu'au 1 et 2, et puis peut-être le 3, mais peut-être que le one-shot vous suffira pour commencer à avancer sur votre projet. Donc, comme je vous le disais tout de suite, moi, je vous invite, si vous avez une idée, ou même si vous n'avez pas d'idée, vous avez vu, Aurélie vous a dit qu'il pouvait y avoir une multitude de premières questions et de situations que l'on était amené à regarder avec vous. Donc, n'hésitez pas à téléphoner à la plateforme pour être aiguillé ensuite sur un entretien au 09 72 01 02 03. Vous avez vu que la plateforme, elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et même ouverte le samedi matin de 9h à 12h. Et puis, si vous choisissez plutôt de prendre contact par le web, vous pouvez aussi vous informer et prendre rendez-vous sur mon-cep.org. Et là, ça fonctionne aussi, mais via Internet. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. Si vous souhaitez donc aller plus loin, n'hésitez pas.
prenez un rendez-vous avec un des salariés. Et puis aussi, comme vous l'a dit Aurélie tout à l'heure, n'hésitez pas à participer à cette semaine de l'évolution professionnelle. Donc, vous voyez, il y a 60 webinaires. Peut-être que aujourd'hui, il y en avait peut-être une dizaine. Donc, il y a encore 50 webinaires à venir sur toute cette semaine. Donc, n'hésitez pas sur la création d'entreprises, sur un travail sur les compétences, sur l'entretien professionnel. Il y a plein de webinaires, donc n'hésitez pas. Et puis, j'espère que ça vous a intéressé. C'était pour nous une première avec Aurélie, donc je la remercie. J'espère que ça vous a donné des informations et on vous souhaite une bonne soirée ou alors on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, d'ailleurs, il y a des questions, Laurence, qui ont été posées depuis tout à l'heure. Alors, j'ai pas pu répondre parce que du coup, sinon, ça me faisait passer tes slides. Donc, j'ai préféré attendre. D'accord. Alors, il y a Jean-Christophe qui pose la question qui est de savoir en règle générale comment réagissent les employeurs quand un salarié annonce sa volonté de reconversion professionnelle. D'accord. Alors, Vas-y, Aurélie, vas-y. Ouais, on répondra peut-être toutes les deux. C'est vrai que c'est toujours très délicat pour les personnes qu'on accompagne quand on doit aborder le sujet de la conversation avec l'employeur. Alors souvent, notamment je parle pour les dossiers de transition professionnelle, en amont, nos bénéficiaires doivent demander une autorisation d'absence à leur employeur. Et souvent, on observe effectivement qu'il y a une vraie crainte, il y a une vraie angoisse autour de ça parce que c'est toujours compliqué d'exposer le projet de reconversion à l'employeur. Et puis finalement, on observe que les employeurs sont plutôt réceptifs et sont plutôt favorables face à ces projets de transition professionnelle, si tant est qu'ils aient bien été accompagnés eux aussi dans cette démarche-là. C'est-à-dire que c'est important quand on a un projet de reconversion d'aborder les choses tranquillement avec l'employeur et pour pas le mettre sur le fait accompli au dernier moment. Et nous, notre rôle en tant que conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi de vous aider à aborder cette discussion avec l'employeur et ce projet de reconversion. Voilà, et j'ajouterais juste, on est là, comme c'était indiqué dans le PowerPoint, de travailler sur votre argumentaire. Plus vous vous serez renseigné sur le métier, sur les pistes, sur les formations, sur les financements, plus vous aurez un argumentaire et vous n'arriverez pas seulement, entre guillemets, devant votre employeur en disant « je veux changer de métier ou je veux me reconvertir ». Et là, ce n'est pas trop entendable pour lui. Donc nous, on est là pour justement explorer toutes ces pistes et vous faire arriver avec plein d'infos et avec votre projet devant votre employeur qui sera plus à même de vous écouter. Est-ce que ça vous va, Jean-Christophe, ou vous souhaitez préciser, avoir d'autres précisions? Vous pouvez ouvrir votre micro. Très bien. Bon, on va passer à la question suivante. Madame Lousteau, donc comment sont financés ces stages d'immersion, les fameux stages d'immersion? Comment concrètement les salariés peuvent-ils se libérer pour réaliser ce stage? Ils doivent se libérer, c'est des stages qui se font en dehors du temps de travail. Voilà. Donc, il faut poser 1, 2, une semaine, quelques jours de congé. Ils ne peuvent pas se faire sur votre temps de travail, c'est-à-dire que votre employeur, il n'est pas au courant que vous avez peut-être encore ce projet-là et puis vous êtes en cours de réalisation de ce projet. Donc, il doit se faire impérativement en dehors de votre temps de travail. Ça, c'est sur les congés payés. Ou des RTT que vous pouvez poser aussi. Alors, il y a Natacha qui nous demande vers qui peuvent se tourner les salariés du secteur public. Alors, nous, c'est vrai qu'on ne s'occupe pas du tout, effectivement, des personnes du domaine du public. L'idéal, c'est qu'ils puissent se renseigner à leurs ressources humaines pour effectivement identifier quels sont les interlocuteurs qui peuvent les accompagner au sein de leur structure. Parce que le secteur public, c'est large, du coup. Ça peut être la fonction publique hospitalière, territoriale. Voilà, il faut vraiment vous renseigner auprès de vos RH. De façon générale, combien de temps dure un CEP? Combien de fois la personne rencontre-t-elle son conseiller CEP?
Alors ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça peut être très varié. Soit on se voit une seule fois, comme je vous l'ai dit, puis on vous donne avec Aurélie toutes les informations dont vous avez besoin et ensuite vous pouvez démarrer de façon très autonome votre projet. Soit vous avez besoin d'un accompagnement et on se voit une fois, 2 fois, 3 fois si besoin. On peut vous accompagner jusqu'à 18 mois. Vous avez vu qu'il y a 3 niveaux d'intervention. On peut aller jusqu'à 18 mois avec des interruptions et puis des reprises. Ensuite, la PMSMP est-il accessible autrement que par l'intermédiaire du CEP, donc Pôle emploi notamment? Donc oui, effectivement, Pôle emploi est habilité pour proposer des PMSMP à hauteur d'1 mois maximum. Donc oui, vous pouvez faire la demande effectivement à Pôle emploi. Ensuite, qu'en est-il de l'accompagnement des fonctionnaires dans leur projet de reconversion professionnelle à l'externe? Céline qui pose la question. Oui, donc ça, c'est comme tout à l'heure pour les personnes de la fonction publique. C'est la même réponse qu'Aurélie a faite. Il faut aller plutôt… donc nous, on ne s'occupe pas forcément de ces salariés-là. Donc, il faut plutôt retourner vers vos RH pour voir qui est-ce qui pourrait vous accompagner. Après, il y a aussi cet outil qui est important de regarder. C'est votre compte personnel de formation. Là, vous récupérez quand même beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce CPF qui peut aussi vous donner un début d'information. Ok, alors je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions complémentaires qu'on n'aurait pas forcément abordées par le biais du chat? Je regarde, mais effectivement, je ne vois pas d'autres questions. Si. Ah, le support. Alors, il va y avoir dans tous les cas une rediffusion du webinaire sur YouTube. Donc, vous pourrez regarder de nouveau le webinaire sur la plateforme. Voilà, soit dans les jours qui viennent, c'est l'information que j'ai eue ce matin, soit voilà, les replays seront disponibles sur YouTube dans les jours qui viennent, soit peut-être seulement à partir de la semaine prochaine. Donc ça, à vous de voir, mais de toute façon, ils seront disponibles en replay, pas de souci. Alors, des journées d'immersion peuvent être réalisées aussi sur le temps de travail via une convention CIBC. Patty Séverine. Peuvent être réalisées. Je n'ai pas vu la question. Alors, Séverine, vous pouvez ouvrir votre micro pour préciser votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. 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 En fait, j'avais rencontré un conseiller du CIBC et il m'avait tout à fait indiqué qu'il y avait possibilité d'aller découvrir des métiers par le biais de stages courts. C'était une journée d'immersion et j'avais utilisé, parce que j'avais testé ce dispositif, donc j'avais utilisé une convention CIBC sur le temps de travail. Ah, vous étiez en accompagnement bilan de compétences ou conseil en évolution? Non, sur du conseil en évolution professionnelle. Standard, oui. Et c'était un dispositif différent du PSMP. PMSMP, oui. Voilà. Ok. C'était cette année ou c'était l'année dernière? En début d'année. Et c'est vrai que c'est un dispositif. Me permettait de le signaler. Il semblait exister puisque je l'ai utilisé. Donc, ce dispositif qui permet d'être couvert au niveau des assurances pour aller découvrir sur le temps de travail. Alors, évidemment, à privilégier plutôt en dehors du temps de travail, mais j'avais pu le faire et c'était une convention qui était dédiée également en mentionnant que c'était sur le temps de travail. D'accord. Alors, c'est possible que ça soit dans un cadre, peut-être, moi, du coup, je ne travaille pas au CIBC, peut-être dans un cadre d'un conventionnement spécifique, dans une région spécifique, je ne sais pas de quelle région vous êtes, donc c'est possible peut-être que ça se fait dans certaines régions. Chez nous, à ma connaissance, en Bourgogne-Franche-Comté, ça ne se fait pas. Moi, je dépends d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bon.
Et sur ce périmètre, oui. Oui, peut-être sur ce périmètre, c'est possible. Je n'ai pas eu écho, effectivement, de ce genre de choses sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner de se rapprocher de son interlocuteur et de voir le dispositif qui peut exister pour faire ces découvertes métiers qui peuvent être différents finalement d'une région à une autre. Tout à fait. Et ça, c'est votre CEP, hein, de toute façon, qui vous l'indiquera de toute façon. Hein, donc, il ne faut pas hésiter, vous avez raison. Merci. Alors, si on monte son entreprise, comment Pôle emploi accompagne-t-il financièrement? Ça, c'est une très bonne question. Alors, nous ne sommes pas Pôle emploi. Il faut regarder, il y a des aides. Hein, il y a des aides à la création d'entreprises, il y a les ACRE, il y a les NACRE. Hein. Vous avez plein d'informations sur le site de Pôle emploi et c'est votre accompagnateur, c'est votre conseiller Pôle emploi hein, qui vous donnera des informations sur ces différents dispositifs pour vous accompagner, si vous voulez, globalement. Hein, soit on peut vous donner une somme qui peut vous aider à créer, à commencer votre activité, soit Pôle emploi peut vous verser une allocation comme l'allocation de retour à l'emploi qui, là, est versée tous les mois. Donc ça, c'est à regarder avec votre conseiller Pôle emploi et selon votre projet aussi. Hein. Alors, Michel, est-ce que vous proposez des tests métiers pour se réorienter, découvrir de nouveaux métiers, si souhait de se réorienter? Alors, des tests métiers, ça veut dire quoi? Des tests, des questionnaires sur Internet, Michel, c'est ça, vous pensez? Oui, bonjour. 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 Oui, je pensais à un peu des tests métiers comme on voit en ligne. J'ai loupé le début du webinaire, c'est pour ça. Mais je ne savais pas en fait si c'était juste de l'accompagnement pour un projet bien défini ou si lorsqu'on rencontrait un conseiller, s'il y avait possibilité de débroussailler un peu pour essayer de trouver, définir les métiers qui pourraient intéresser, aller un peu vraiment dans la réflexion pour la réorientation, quoi. Oui, bien sûr. Hein. Là, on est sur la thématique changer de métier. Donc, ça veut dire qu'on a peut-être commencé à avoir une réflexion, mais ça veut aussi peut-être dire qu'on ne sait pas du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on doit changer de métier, comme vous l'a dit Aurélie, pour des raisons, par exemple, de santé. Hein. On est obligé de changer de métier. Donc, et on ne sait pas du tout. Donc, évidemment que ça, c'est quelque chose sur lequel on s'interroge. Alors, il y a des tests, mais c'est surtout des discussions, c'est surtout de l'exploration d'informations que l'on va vous donner avec Aurélie pour vous amener, et puis des entretiens toutes les deux hein, pour vous amener jusqu'à une piste ou un plan B, un plan A, un plan C. Et puis, il y a Aurélie, vous le présentez, mais peut-être que vous n'étiez pas avec nous, il y a aussi, quand on est complètement perdu, hein, un bilan de compétences qui est intéressant à faire aussi. Hein. Voilà, pour les personnes qui ne savent pas du tout, qui n'ont pas d'idée ou qui ont des grosses contraintes, par exemple des freins de santé ou autres, ça peut être intéressant. Et vous l'avez bien compris, de démarrer de vous. Hein. L'important, c'est qu'on commence par vous. Hein. Vous avez vu, enfin peut-être vous n'étiez pas là, mais Aurélie, elle a bien parlé d'identifier vos intérêts, vos atouts, vos compétences, vos motivations. On part de vous et on ne part pas de la formation. Souvent, les salariés ils viennent, je veux faire cette formation. Et alors souvent, je les embête. Je dis, bon, on va déjà parler de vous, on va voir déjà un petit peu comment vous avez réfléchi à tout ça. Et ensuite, on va explorer la formation, les métiers, etc. Donc, ça peut être effectivement des tests. Et les tests, ils se font beaucoup. Ils ne sont pas à notre main. Moi, j'avais cette possibilité avant. J'utilisais notamment le test de motivation et de compétences qui s'appelle Transférence. Là, je l'ai plus à ma main. Mais dans un cadre de bilan de compétences, bien évidemment qu'il y a des tests de personnalité et des tests liés à votre compétence. Et puis, il y a plein d'autres sites Internet sur lesquels on peut échanger ensemble pour commencer et puis ébaucher un projet. Ok, merci. Oui. Et j'ajouterais qu'on utilise aussi, hein, en parallèle de nos entretiens, beaucoup d'outils. Hein, ça va être des outils numériques. On a une bonne connaissance des différentes plateformes numériques sur Internet qui permettent justement de vous amener à la réflexion une fois que vous avez quitté notre bureau. Hein, c'est-à-dire qu'on peut vous conseiller de réaliser, par exemple, des MOOC en ligne autour du projet professionnel, des MOOC autour du focus compétences. Et puis, il y a effectivement, et d'ailleurs Séverine l'évoque dans le chat, il y a des tests de personnalité aujourd'hui aussi en ligne que vous pouvez réaliser et qui sont complètement gratuits et qui nous permettent aussi d'échanger hein, sur certains points que vous aurez pu relever, sur lesquels éventuellement vous n'êtes pas d'accord, etc., pour qu'on puisse par la suite définir des projets professionnels sur lesquels on pourrait potentiellement investiguer. Hein. Et des Donc tests on sur est les là valeurs également. aussi.
Hein. Excuse-moi, sur Laurence. les valeurs, sur les intérêts, excuse-moi. Voilà, hein, c'est très important aussi de regarder tout ça. Et donc ça, effectivement, Aurélie le dit bien, hein, il y a plein de liens vers les sites Internet, mais on est vraiment là, et je ne l'ai peut-être pas assez dit dans ma présentation, mais dans le cadre du CEP, on est vraiment sur l'individualisation de votre parcours, c'est-à-dire qu'on ne fait pas pour vous, Michel, la même chose que pour vous, Séverine. On est vraiment sur la personnalisation de votre accompagnement. Donc, on va peut-être pas vous conseiller ce test-là, mais peut-être un autre. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on vous en donne peut-être pas trop. Là, moi, je vous ai donné quelques-uns, mais c'est vraiment en fonction de vos questionnements et de là où est votre projet et votre réflexion qu'on va vous amener sur tel ou tel site Internet, par exemple. Ok, merci beaucoup pour les infos. C'est clair. Bonsoir, c'est Jean-Christophe. Je reviens sur la question, la réponse que vous m'avez apportée tout à l'heure par rapport à la réaction que peut avoir un employeur quand on lui fait une demande de reconversion. Si toutefois, malgré que notre présentation soit bonne et que voilà, on a tout préparé pour bien le présenter et que malgré tout, notre employeur se braque, entre guillemets, et refuse notre conversion, notre projet de reconversion, comment ça se passe par la suite? Parce que on peut être catalogué, on peut être mal perçu, entre guillemets, et aussi comment ça se passe pour le financement dans ce cas-là, puisque l'employeur, est-ce qu'il peut y avoir malgré tout une participation financière pour les formations que l'on souhaite et qu'on a besoin? Jean-Christophe, vous parlez dans le cadre d'un CPF de projet de transition professionnelle, c'est ça? Oui. 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 Alors, l'employeur, vous savez que il est très rare qu'il refuse dans le cadre d'une demande d'absence pour un CPF PTP. Hein. C'est-à-dire que normalement, il peut refuser que si vous avez envoyé votre demande d'autorisation non dans les délais ou qu'elle n'est pas conforme aux attentes, c'est-à-dire il n'y a pas les périodes, il manque les nombres d'heures, etc. Ou alors, c'est parce que vraiment votre absence peut potentiellement porter préjudice à l'entreprise. Sinon, il est très rare qu'ils refusent de vous laisser partir en formation. Et en fait, hein, il faut même parler, on ne parle même pas trop de refus, on parle de report. C'est-à-dire que normalement, il ne refuse pas. Hein, il peut reporter pour deux raisons essentielles. Pour raison de service, il y a déjà quelqu'un dans votre service qui part en formation ou quelqu'un qui est parti en congé parental, par exemple, et pour raison d'activité. C'est-à-dire que vous voulez partir au mois de septembre en formation, et au mois de septembre, il y a beaucoup de travail. Donc là, il peut reporter pendant 9 mois cette signature d'autorisation d'absence. Mais au bout de 9 mois, il devra vous la signer. Donc, c'est bien ce que vous dit Aurélie, il y a très peu de refus. Hein, parce qu'il n'y a, a pas de refus, il y a du report, en fait. Et ensuite, on signe au bout de 9 mois. D'accord. Donc, quelque part, il y a presque une obligation que l'employeur accepte, quoi. C'est pas une obligation. J'ai déjà eu une fois un refus. C'est concrètement la personne, elle était la seule à travailler dans l'entreprise. Hein. Donc, c'était une boulangerie, il est boulanger, c'est le seul à faire le pain. Donc, du coup, effectivement, l'employeur n'a pas pu le laisser partir en formation. Mais souvent, effectivement, ce qu'on peut observer, et encore, c'est très rare, en principe, les employeurs acceptent de manière assez significative. Mais sinon, on peut observer certains employeurs qui reportent. Bien que ce soit très rare également, 9 mois à compter de la date de démarrage de la formation. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a d'autant moins de reports que votre projet est bien ficelé, en fait. Hein. C'est pour ça. Et en l'occurrence, moi, j'ai pris des informations et des renseignements sur une formation que j'aimerais suivre pour ma reconversion, qui est divisée en plusieurs sessions. Donc, une qui, par exemple, si je prends la prochaine, elle commence en janvier. Après, il y a du travail chez soi, etc. Après, il y a une autre session, une deuxième session en mai et une autre en juin. Donc, c'est-à-dire que quelque part, mon employeur, sur les 6 premiers mois de l'année, il doit me libérer au moins 3 semaines pour que je puisse accéder à ces formations-là. Est-ce qu'il peut me dire, ben oui, pour janvier, par contre, pour mai et juin, non, parce que la saisonnalité fait qu'on ne peut pas et on repousse d'autant. Est-ce que ça repousse tout ou est-ce que... Voilà, c'est un peu... c'est clair, mais... Jean-Christophe, je crois que vous devez solliciter un conseiller en évolution professionnelle pour votre cas de figure très particulier. Donc, c'est dans le cadre d'un CPF ou d'un CPF projet de transition professionnelle? J'ai pas bien compris, Jean-Christophe.
Non, c'est vraiment une transition professionnelle. Enfin, si j'ai bien compris, la transition professionnelle, c'est vraiment ce que je me fixe comme objectif. En fait, je veux complètement me reconvertir, partir sur un autre métier. Donc, je pense que c'est une transition professionnelle. Oui, si vous voulez, vous avez ce projet avec plusieurs modules, en fait, hein, comme souvent les formations, ça s'articule sur différents modules et ça peut effectivement avoir lieu en janvier, puis après, vous reprenez votre travail et puis la suite au mois de mars, etc. Mais en tout cas, ça parle d'une formation, ça parle bien d'un projet. Donc, c'est ce projet, cette formation avec plusieurs modules que vous allez déposer auprès de transition professionnelle dans le cadre du CPF-PTP. Donc, votre employeur, soit il dit oui à tout, soit il ne dit pas oui, mais en l'occurrence, il ne peut pas dire non. Hein. Mais vous voyez, c'est un projet au global, ce n'est pas une formation par-ci, une formation par-là. Oui, d'accord. Donc là, il s'inscrit bien dans le cadre du CPF-PTP. Si ça s'inscrit dans le cadre du CPF tout court, c'est pour ça qu'Aurélie, vous posez la question, là, c'est autre chose. Mais CPF-PTP, c'est un projet sur maximum 1200 heures ou un an, voilà, avec différents modules, comme souvent sont organisées les formations. D'accord, ok, d'accord. Super, merci. Peut-être la dernière question, Aurélie, qu'est-ce que tu en penses? Alors, la démission-reconversion pour passer outre le refus de l'employeur. Oui, ça pourrait être une proposition, c'est ça, Séverine, qu'on pourrait faire. Quel est exactement le contenu de votre question, Séverine, si vous pouvez prendre la parole? Non, oui, c'était avec la question précédente. Bien sûr, je comprends. Ok. C'est que vous faites une proposition. Comment? C'était peut-être l'occasion de présenter ce dispositif rapidement. Le dispositif démissionnaire? Oui. En cas de refus, effectivement, de la part de l'employeur de laisser son employé partir en formation. Oui, effectivement, nous, on pourrait éventuellement imaginer un plan B, hein, une autre stratégie pour pouvoir effectivement quitter l'entreprise hein, par le biais du dispositif démission-reconversion. Mais là, ça sous-entend voilà, un autre accompagnement, vérification des éligibilités de la part du bénéficiaire. Et puis, ça reste effectivement assez risqué. Donc, c'est un autre point qu'il faut vraiment aborder en aparté avec la personne qu'on accompagne. Voilà, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Bien, merci à toutes et puis à tous pour votre attention, puis toutes vos remarques, toutes vos questions, vos partages aussi, puisqu'il y a eu des partages d'informations, c'est super. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Hein. Merci à tous. Bonne soirée.